Tu sais, toi, pourquoi ils se pissent toujours dessus? Ferme-la et termine ton travail. Ils ont que des bouquins. Il faut bien les secouer. Il y a peut-être de l'argent entre les pages. Si je vérifie dans la table des matières, ça sera indiqué. Garde tes blagues à la con pour quand on fera un feu de camp. T'as pas tranché assez profond. Son sang a giclé partout. Une quantité incroyable. Ni plus ni moins que n'importe qui d'autre. Donne-moi un coup de main. On a 16 veines majeures réparties dans la gorge et on doit les trancher toutes sans exception. Il n'y en a pas 16. Mon oncle avait fait la connaissance d'un type qui avait été médecin. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Alors tu finis ton boulot et on se tire. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu, bordel de merde. Ah, tu m'entailles. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. It's a guy or a girl singing his song. Can't tell. Not that there's much of a difference these days. I think that line was obliterated the day men started saying, we're pregnant, and their wives were. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. En enregistrement dans le studio bis encore une fois de Canal B. Désolé Canal B d'ignorer comme ça les plateaux. On fait avec ce qu'on a une émission aujourd'hui consacrée au réalisateur qui nous offre le plus de plaisir aujourd'hui, à savoir Greg Zeller, à l'occasion de la sortie aux États-Unis de son dernier long métrage, son troisième long métrage, Dragged Across Concrete. Tu as vu un peu, ça donne envie de prendre l'accent d'ailleurs, avec Vince Vaughn et Mel Gibson. Tiens, Greg Zeller, on en avait déjà parlé il y a bientôt 2 ans à l'occasion de la sortie en catimini, encore une fois, de son Brawl in Cell Block 99 avec Vince Vaughn qui était en français retitré parce qu'il est sorti en DVD il y a un an. Section 99, Section 99, haute sécurité sous haute tension, un truc du genre. Après c'est dommage en effet qu'ils aient pas adapté vraiment ce titre de bagarre dans le. Mais bon, c'était un peu compliqué, mais ce mot de bagarre me plaisait quand même beaucoup. C'est vrai que c'est dommage. On en avait parlé assez vite une fois qu'on l'avait découvert parce que emballement, parce que plaisir. Il était sorti en DVD quelques mois plus tard en France finalement sous ce titre, quelques mois plus tard, presque un an plus tard je crois, en France sous ce titre un peu de section 99, et ça sera sans doute le cas d'ailleurs pour Dragged Across Concrete avec Mel Gibson, qui donc comme on l'a dit vient de sortir aux États-Unis dans un circuit un peu réduit, il a le droit uniquement à une sortie quasiment technique en fait en salle et puis une sortie en VOD en même temps, ce qui nous a permis de le voir nous, cette sortie à Los Angeles, à Los Angeles. On a pris l'avion encore une fois
pour ce genre de film, on le fait volontiers. Une hypothétique sortie DVD est annoncée pour cet été en France malgré tout. Je sais pas quel titre français ils vont bien pouvoir nous trouver pour traîner sur le béton, Rédemption, je sais pas. On attend. Bon, bref. Mais on n'a pas envie du tout d'attendre parce que c'est un cinéaste qui nous donne, qui nous réjouit, qui nous motive, et moi qui me rassure même par rapport à un hypothétique avenir du cinéma en fait, et surtout de ce cinéma en particulier qui se veut un peu brutal et en même temps attentionné. On va évidemment revenir sur tous ces aspects au long de cette émission, mais qui nous manque cruellement en fait aujourd'hui, de la part des jeunes cinéastes comme des anciens, j'ai l'impression. Ouais, c'est un cinéma qui nous tient à cœur beaucoup. Enfin, tout ce cinéma un peu badass, quoi, un peu le polar hardboiled et compagnie, forcément avec un petit peu de violence. Faut voir un peu la production contemporaine en la matière, ce que ça donne. On est un petit peu cerné entre dans un extrême les trucs un petit peu arty à la Nicolas Winding Refn pour Drive, ou surtout toute une vague de cinéma un peu post-Tarantino incarné en premier lieu par des gens comme Guy Ritchie, qui font cette sorte de polar un peu post-moderne, un peu cynique, ironique. Je pense à des films comme Snatch, Arnaque, Crime et Botanique et compagnie. C'est des choses qui datent un petit peu aujourd'hui. Qui datent, mais qu'on retrouve encore des exemples dans toute une vague de cinéma. Je pense dernièrement à un mec comme Martin McDonagh, et ça je pense encore c'est pour le meilleur, celui qui avait fait Bon baiser de Bruges, cette psychopathe, je crois qu'il était producteur là-dessus, et puis un autre film, l'Irlandais. Enfin, tout a une sorte de cinéma qui serait à la fois comme du cinéma action avec lequel on a grandi, le cinéma d'action un peu des années 80, on va dire, avec le côté un peu à la cool, un peu violent quand même, mais une sorte d'offre de cinéma hyper à la fois âpre et généreuse, j'ai envie de dire. Des descendants du cinéma d'action des années 80, donc voilà. Du buddy movie, où justement des personnages qui ne s'aiment pas, donc évidemment il y a ce rapport très chaleureux qui va s'installer, mais on garde quand même une violence qui nous satisfait nos besoins primaires de spectateurs. Il y a vraiment ça, et je pense que depuis que c'est ce genre-là, qui était peut-être plutôt cantonné, en tout cas, parce que c'est quand même quelque chose qui va dater de très vieux, même il y a des polars des années 50 où on retrouve déjà cet esprit-là, mais qui est quelque chose qui a été très exploité dans les années 70 dans des types de polars hardboiled, type série B d'exploitation, quelque chose de très pulp justement, quoi, mais qui maintenant a intégré aussi beaucoup la série A. Je pense à des films encore une fois qui sont dans une optique très soit nostalgique, soit juste cynique, mais du style Expendables, ou même dans le volet presque le plus cynique, ou vraiment bas du front, tous les Statham Movies ou tous les films comme ça, les Taken et compagnie, qui pourraient incarner cette sorte qui sont sur ce sillon-là finalement. Ce sont des revenge movies pour la plupart du temps, ce sont des personnages qui balancent des vannes avant de dézinguer des gens, ce sont des films soi-disant assez violents, mais bon, vu qu'ils sont des scénarios soi-disant de série B, ou en tout cas très très maigres, avec des budgets promotionnels de série A et souvent des budgets aussi de série A, on a des films qui sont plus de l'exploitation, mais au sens le plus hollywoodien majoritaire du terme. C'est ça, c'est qu'ils sont faits par-dessus la jambe surtout. C'est vrai que les Liam Neeson movies sont en général assez médiocres, mais au début des années 2000, on avait encore de bons exemples de polar hardboiled. L'un des meilleurs, c'était Payback, justement, avec Mel Gibson. Il y avait une possibilité à partir d'une intrigue, entre guillemets, mais si c'est adapté d'un roman, évidemment, qui était bien, mais une intrigue en elle-même qui est assez simpliste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la différence, c'est peut-être justement l'apport de Tarantino, auquel Zeller est souvent ramené parce qu'il écrit des dialogues, tout bêtement, alors que pour moi, il y a une grosse distinction, c'est que Tarantino garde ce coup de coude au spectateur. Alors, je suis pas en train de faire une critique de Tarantino, mais il garde ce coup de coude au spectateur, il n'est pas du tout dans l'implication des personnages, ce que va faire Zeller, et ce qui manque, je pense, mais pas forcément cruellement au Liam Neeson movie, par exemple, à Taken ou d'autres qui continuent de sortir, parce que c'est des films qui me semblent être non pas faits au premier degré, mais en tout cas qui cherchent l'implication du spectateur. On n'est pas dans du méta-cinéma quand on regarde les Taken, par exemple, mais par contre il nous manque cette attention, et peut-être qui est due à la production ou des bêtises du genre. Après c'est en ça, moi je pense que Brawl avait été vraiment un grand choc pour moi. C'est d'une part vraiment le sentiment d'avoir quelque chose d'inédit, parce que jouant avec vraiment
vraiment deux polarités très fortes, hein. C'est-à-dire justement un ancrage dans le genre assez fort, hein, c'est-à-dire que la fin de Brawl, t'avais vraiment l'impression d'être dans du pur film d'exploitation en termes de décorum, c'est-à-dire qu'il y avait cette déformation du réel propre au genre, vraiment fantasy, très très fort, et à la fois quelque chose qu'on pourrait rattacher plus à une tradition classique, ou même plutôt moderne, c'est-à-dire une attention au personnage extrêmement grande, d'ailleurs un temps de narration et tout ça vraiment dévolu aux personnages, à leur développement, ce qui fait, et on y reviendra, que les deux polarités s'enrichissaient l'une à l'autre, quoi. En fait, les scènes d'action, les scènes extrêmes étaient d'autant plus puissantes que les personnages étaient forts, et les personnages étaient d'autant plus forts qu'ils étaient plongés dans des situations certes irréalistes mais extrêmement fortes. Avant de revenir sur une petite bio de Greg Zeller et du coup de raconter notre vie aussi un petit peu, on va peut-être écouter un court extrait justement de Brawl, Incel Block 99, dont on avait déjà parlé. On vous invite à réécouter si vous avez le courage l'émission qu'on avait fait à ce sujet, et puis on reviendra ensuite un petit peu justement sur le bonhomme. It's like when I go into the mini mart at the gas station, get coffee. They got those 3 metal containers there. One's got cream, one's got milk, and the other's got that gray-looking skimp stuff. Every time I go in there, those labels are faced away, and I have to guess which one's the real stuff, the cream. But every time, the first container I grab is always that milk or that skimp stuff. It's never the one I want. The law of averages says 1 out of 3 times I ought to get the cream, but it doesn't happen. Maybe if I go in there 1,000 times, it'll even out like it should, and I'll have a run of picking out the cream, 50 or 100 times in a row, but I don't think so. I don't think things even out fair like that. Look at us. I think we should start again. Try to have another baby. If we don't pick up where things went bad for us. A miscarriage, we're through. I've thought about that too, but I only get called in to substitute once or twice a week. You just lost your job. Come on, call Gil. You're gonna be a drug dealer? No, I'm gonna drive packages for a friend. You said you would never work for Gil. So we're both breaking promises today. I want us in a better home than this shithole. And kids and happy, and I'm tired of getting the goddamn skim milk and hoping that luck brings us the cream, because it won't, not ever. And this won't be forever, I promise. Will you abide? Give me some time before you get closer. Un court extrait de 2 minutes 30 de Brawl Incel Block 99. Avant je voulais juste revenir rapidement sur la découverte de Zeller par nous. Je vais l'appeler Zeller parce que c'est comme ça, a priori, qu'il demande à ses amis et sa femme même de l'appeler. Et on est sa femme. On est sa femme. On en avait parlé déjà rapidement à l'occasion justement de notre émission sur Brawl Incel Block 99. Je vais dire Brawl pour simplifier les choses aussi à partir de maintenant. J'avais vu Bone Tomahawk à sa sortie, c'était en 2015 je crois, chez nous. Moi j'avais pas du tout été convaincu par ce film qui était entouré du coup de qualificatifs à post-Tarantino, film d'horreur, film western, mélange amusant, tout ça machin. Et non pas que l'attention qui est portée au personnage m'avait déçu, mais il me semblait qu'il y avait beaucoup de faiblesses dans ce film. Et même si ça m'avait impressionné par certains aspects, j'étais resté quand même assez froid par rapport à tout ça. L'annonce d'un projet avec Mel Gibson, à l'époque de Brawl c'était uniquement un projet, m'avait évidemment intéressé. Et je m'étais lancé assez vite sur Brawl sans savoir du tout de quoi que ça allait causer, et la surprise avait été de taille, on en avait parlé largement quand même. Après ça, je me suis quand même pas mal intéressé à ce qu'il pouvait faire en attendant impatiemment la sortie de
Dragged Across Concrete, qui est devenu très rapidement la plus grosse attente que je pouvais avoir de n'importe quel film d'ailleurs, quoi, étant donné que Brawl avait été cette espèce de claque qu'on avait reçue, de savoir qu'il s'acoquinait avec notre Mel Gibson, ça me mettait dans tous les états possibles. Donc j'ai été lire notamment ces romans, puisque le monsieur a démarré en écrivant des scénarios, en étant parolier pour ses groupes de métal, chanteur lui-même, batteur, ces scénarios étaient déjà prévendus depuis très longtemps déjà, hein. Il en a vendu quelques-uns même qui ont été adaptés. Je pense à The Incident qui a été distribué par Icon, la boîte de Mel Gibson. Il y a Ridley Scott qui s'est mis dedans. Il était en haut de la blacklist, à savoir la liste des scénarios qui ne sont pas encore adaptés, qui se vendent très cher. Lui était très en haut en fait. Le type a 45 ans, il a déjà écrit une quarantaine de scénarios. Il n'arrête pas, c'est un staccanoviste. Il est en train d'écrire une BD. Voilà. Enfin, c'est juste complètement flippant. Le type n'arrête pas. Il a écrit, je crois, à ce jour 4 ou 5 romans. 3 ont été traduits en France. Ils sont sortis chez Gallmeister, c'est ça, hein? Ouais, les éditions Gallmeister. Voilà. Et j'ai eu le bonheur, le plaisir de lire 2 d'entre eux. Exécution à Victory, et puis j'ai oublié le nom du Spectre de la Terre brisée. Non, c'est pas celui-là que j'ai lu. Compagnie moi. des Chacals. Voilà, les Chacals. Une assemblée de chacals. L'assemblée de chacals. Merci, c'est le dernier que je viens de lire en plus, quoi, qui est un western pour le coup. Et Exécution à Victory, qui lui aussi utilise en tout cas les violences policières, des flics qui sont exécutés dans un petit bled, dans une ville, pas un petit bled, c'est quand même une ville, mais une ville toute pourrie. J'entendais, enfin c'est même écrit au 4e de couverture, encore une fois des références à Tarantino, des choses de ce genre. Moi je suis absolument pas convaincu par le rapprochement avec Tarantino, mis à part peut-être la violence évidemment. On associe aujourd'hui beaucoup Tarantino à la violence et des dialogues qui vont à côté, quoi, de pair. On a une scène de dialogue, une scène de violence. Grosso modo, dès que des gens parlent bien ou ont des petits mots d'auteur, parce que c'est vrai qu'on peut presque lui reprocher ça. Moi, c'est ce que je pourrais presque lui reprocher de temps en temps. Zeller, c'est de chercher peut-être le petit mot, même si on est loin quand même d'avoir affaire à des longs dialogues, comme Tarantino ou Audiard. Mais j'aurais pu se rapprocher ça finalement, moi, d'un Stephen King dans justement son écriture non pas cinématographique, mais c'est vrai qu'on a tout de suite tendance à avoir des images très très fortes quand même quand on lit ces romans. Mais par contre, ce qui le différencie peut-être de tous ces gens-là, et ce qui va le rapprocher de peut-être d'autres cinéastes, c'est son attention qu'il porte à des personnages. Comment il va être capable de créer vraiment une histoire pour chacun de ces personnages, y compris pour ceux qui vont peut-être disparaître très très vite. On le saura jamais vraiment en lisant le machin. Ce qui se passe quand on lit ces romans, c'est qu'on s'attache tout de suite en fait à quelqu'un. Et il a une capacité à créer des histoires et à créer un lien entre le spectateur ou le lecteur avec les personnages qu'il est en train de nous montrer, qu'ils soient d'ailleurs, il n'y a pas de bon ou de mauvais, on va y revenir, je pense aussi à ce rapport qu'il a avec ses personnages, ce qui en fait, je pense, un grand écrivain et peut-être même un grand cinéaste, en fait, c'est ce rapport qu'il a avec ses personnages, du fait que voilà, il les prend en bloc et il est capable de les développer. Et lui, il avait dit d'ailleurs, je crois que c'était à la conférence à Venise où a été présenté Dragged Across Concrete, je ne sais plus quand est-ce que c'était le festival de Venise. Mais il revenait vraiment là-dessus, il expliquait qu'il trouvait ça, il était triste de voir certains scénaristes utiliser uniquement une structure, une intrigue et d'y plonger des personnages, mais qui allaient suivre une machination qui était là d'avance. Lui, ce qui l'intéressait plutôt, c'était d'avoir justement en effet une situation. Il a des personnages qu'il développe et de voir comment des personnages tels qu'il les a développés vont évoluer dans une situation. C'est une approche qui, moi, me paraît beaucoup plus intéressante et qui est vraiment, je pense, complètement à l'inverse d'une approche que peut avoir Tarantino, qui lui va travailler par exemple une culture populaire, des genres. Lui, évidemment, Zeller, il va travailler ces genres, mais
ça va être presque malgré lui, je pense. Après, et c'est pas sans rapport. Hein. Moi, effectivement, non, c'est pas sans rapport. Mais c'est effectivement, moi aussi, ça peut m'énerver parce que c'est une sorte de fainéantise. Et je pense qu'effectivement, on pourrait même on pourrait autant le rapprocher de quelqu'un comme Shane Black, comme de Tarantino en fait, parce que c'est justement des bonhommes qui sont des figures de scénaristes d'importance, et c'est peut-être d'importance parce que c'est les seuls qui ont une reconnaissance médiatique en fait, qui sont identifiés en tant que tels dans un genre donné. Moi, je trouve moi, je vais partir aussi de quelque chose sur Zahler qui est extrêmement particulier. Je trouve c'est la durée de ses films. Et moi, j'ai un rapport paradoxal avec la durée des films en ce moment, c'est que je reproche suffisamment au cinéma américain de faire des films trop longs. En ce moment, c'est assez. Quand on voit des films d'1h30, on est bien content parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a toujours le sentiment que les histoires qui sont racontées à l'écran pourraient être racontées en 1h30. Hein. C'est le cas dans des films de Nolan, comme des films de super-héros classiques. Hein, j'avais dire. C'est vraiment, il y a une sorte de surenchère, une sorte de manque d'économie narrative qui fait que la durée des films a gonflé. Alors c'est dû conjoncturellement aussi à la série. Pas forcément parce qu'il y a des études qui ont été faites comme quoi les films des années 50-60 étaient beaucoup plus longs finalement, mais parce qu'ils racontaient des sagas aussi, c'était Autant emporte le vent ou Cléopâtre. Hein, ouais, ceux-là, voilà. Mais après quand on voit, moi je pense souvent, je pense surtout que en fait, vu que les films, les scénarios maintenant de série A, et je parle de série A, des blockbusters, sont faits avec des scénarios qui à Hollywood il y a 50 ans auraient été des scénarios de série B, parce que c'était des films de genre. On parle de moment, les films de science-fiction dans les années 50, c'était de la série B. Les films de polar, c'était souvent de la série B. Donc et maintenant c'est plutôt de la série A, tous ces genres-là. C'est vraiment plutôt les gros budgets. Donc il y a une sorte d'inversion. Et ces films-là, se prend au sérieux aussi. Voilà. Et moi, c'est vrai que c'est quand Zahler a la particularité pour ces 3 films de faire des films excessivement longs. Excessivement longs, surtout si on les rapproche juste au plot, quoi. Vraiment, c'est ça, à l'intrigue. Effectivement, quand on voit juste l'intrigue racontée de Bone Tomahawk, de Brawl ou de Dragged, c'est complètement délirant de dire le film il dure 2h40. Et ce qui fait ce qui est uniquement le cas pour Dragged de Cross Concrete, hein, parce que Bone Tomahawk c'est 2h. C'est 2h10, ouais. Voilà, et puis Brawl pareil. C'est 2h10, voilà. Quelque chose comme ça. Sur Brawl, c'est encore plus étonnant. C'est vrai que Dragged fait 2h40. 2h40, je pense que c'est pour ça aussi que le bonhomme n'est pas distribué en France, hein. Je crois que tu l'as dit, mais c'est pour ça que le film n'a connu qu'une sortie relativement confidentielle aux États-Unis. Je l'ai pas dit à l'antenne, mais donc c'est produit par Metropolitan, enfin c'est distribué par Metropolitan aux États-Unis. Le film devait avoir une distribution nationale sur les écrans à la manière d'une série A, mais il fallait pour ça que Zahler en fait coupe son film et le fasse, mais juste pas par rapport à de la censure ou quoi que ce soit, hein. Pas couper de la violence. Il s'agissait de le réduire à une durée de films qui puissent être distribués normalement dans les salles. Il a refusé et du coup il se retrouve pour garder en fait son director's cut à une sortie quasiment technique aux États-Unis et une sortie VOD direct. Et puis en France, en France c'est pas exactement la même chose, hein. Je pense que c'est juste que les distributeurs sont convaincus que ça va pas fonctionner. Ouais. En fait. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Après, le problème est assez vaste, si on y reviendra, mais pas forcément dans cette émission-là. Mais c'est sûr que ce film-là, tu le sors en salle, je pense que ça ne marche pas. Donc forcément, voilà, c'est typiquement le genre de film qui atterrira sur Netflix. En tout cas, les prochaines de ses productions atterriront là-dessus, parce que c'est du truc de niche. Les gens qui ont envie de voir ça, l'auront téléchargé. Donc il n'y a aucun intérêt à le distribuer en salle. Et moi, ça m'intéresse en tout cas ce rapport avec Zahler à la série B, parce que de toute façon, et c'est même un des termes qui lui est plus accolé, et même nous on le fait, c'est que on a l'impression que c'est une sorte d'héritier justement de tous ces grands cinéastes de la série B et même de leurs héritiers postmodernes à la Tarantino et compagnie. C'est-à-dire quelqu'un qui propose des histoires un peu cash hardball, parce que vraiment c'est ce qui ressort quand on ressort des films de Bone Tomahawk. On s'est dit on a vu des scènes d'action incroyables, on sort de Brawl, on dit on a vu un truc incroyable, hyper violent, un film d'action de fou, et après on se dit putain ça dure 2h10, parce que en fait voilà, il y a cette façon, si on considère le récit d'un film comme un corps humain, c'est clairement quand on dit qu'une série B au sens classique ça va à l'os de la chose, c'est-à-dire que ça pose des personnages avec trois ingrédients narratifs, hop on a un personnage qui existe, l'intrigue est menée tambour battant, ce qui fait qu'on a des séries B des années 40-50 en 1h15 et ils te racontent un truc pas possible et tu dis mais c'est pas comment ils font pour raconter autant de choses en si peu de temps. Là chez Zahler on n'est pas du tout là-dedans, au contraire on serait plutôt là, ça ne va pas à l'os, c'est bourré de chair, c'est bourré de consistance, c'est bourré gras partout, c'est bourré de gras, c'est bourré de gras. Et le gras c'est quoi? C'est les personnages, c'est ce que tu disais, c'est Zahler qui privilégie un récit qui va toujours être guidé par les personnages qu'il a construits.
Et c'est vrai il y a un rapport assez paradoxal là-dedans parce qu'il y a plein de choses qui rappellent le truc de la série B chez Zeller. Il y a aussi ce goût pour lequel on l'a rapproché de Tarantino et que moi je pourrais rapprocher de Shane Black pour des goûts pour des dialogues très enlevés. Il y a un goût de la vanne, un goût un côté très pulp dans cette façon un peu badass, hardboiled de décrire que les personnages ont de dialoguer entre eux. Le côté très pulp d'avoir des digressions mais un peu rigolote sur des choses voilà. Après, comme on a entendu un extrait en post-générique de cette émission où deux personnages, Mel Gibson et Vince Vaughn, parlent justement d'une chanson. Ce qui est frappant, moi ce qui me frappe dans cet extrait par exemple, c'est chez Tarantino, cette séquence-là, au début dans Reservoir Dogs par exemple, elle dure 10 minutes. Là, non, ça dure quand même que 30 secondes. C'est réduit à son minimum. Par contre, en effet, ce dialogue est là. C'est-à-dire que l'essence du dialogue qui chez Tarantino durait 10 minutes, là, l'essence est là quand même, mais elle est réduite quand même à un minimum entre guillemets, qui fait qu'on n'est pas face à juste une je sais pas très bien comment l'exprimer, mais il y a une démonstration de talent de dialoguiste. Après, moi je pense qu'il y a ça, il y a un vrai goût du dialogue, il y a un vrai goût de la digression. Cette scène-là n'est pas vraiment forcément un bon exemple, mais je prends des films comme Bon Tomahawk où d'un coup des gens se mettent à raconter une histoire dans l'histoire. C'est quelque chose qui est. Ça, c'est le goût du romanesque. Ouais, c'est le goût du romanesque. Je pense qu'il a ça qui le porte aussi énormément, Zeller. C'est ce goût du romanesque et de l'histoire. Il a beaucoup d'histoires à raconter. Il a beaucoup d'histoires à raconter, mais il a des personnages qui sont aussi très dans la démonstration par le dialogue. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette façon que les personnages à commenter les choses, et en tout cas à échafauder des plans, à après exécuter le plan et après presque commenter en direct les probabilités que le plan réussisse. C'est quelque chose qu'on voit très bien dans Drag Across. Présent, oui. Ça on le voit très bien. Donc les personnages sont là-dedans. Donc ça c'est encore une chose. Voilà, pour revenir un peu sur le fil de ce que je voulais exprimer un peu sur la série B, il y a ce truc-là et il y a un rapport au genre qui est très relâché aussi chez Zeller. C'est qu'on a quand même 3 films pour l'instant qui sont tous plus ou moins bien enracinés dans un genre relativement précis avec ses figures, ses icônes, toute une iconographie sur lequel on pourrait capitaliser, hein. Donc là le western, le film de prison et le polar. Et c'est vrai qu'il y a un rapport au genre extrêmement particulier chez Zeller, c'est-à-dire qu'à la fois on sent que le personnage, que Zeller ne capitalise pas là-dessus quand on prend l'ensemble du film, il ne capitalise pas trop sur une sorte d'iconicité en fait de toutes les figures qu'il pourrait déployer, que le personnage de flic il va plutôt s'évertuer à lui donner une consistance. Non, et ce n'est pas non plus une relecture naturaliste du film, c'est pas des films naturalistes, c'est pas des commentaires critiques sur un genre, c'est pas du tout ça, mais il s'évertue à leur donner une consistance. Et en même temps, t'as aussi ce truc où il va à fond dans le genre par moment. Je pense que c'est ce qu'on retient aussi des films de Zeller, c'est que on n'a pas vu pur survival western que plus spectaculaire que la fin de Bon Tomahawk. C'est juste délirant. Enfin, les 40 dernières minutes vont très très loin dans un rapport justement très propre au genre, d'un truc très horrifique, très survival, qui va très loin dans une iconographie de ces personnages de méchants qui sont extrêmement forts. Dans Brawl, quand plus ça va, plus on arrive à une sorte de déréalisation et qu'on arrive dans une prison de cinéma, hein, vraiment une prison où là justement cartoon presque, cette sorte de modification du réel que permet le genre, il y va à fond. Et on arrive à un truc presque cartoonesque, très généreux dans la monstration et compagnie, et ça va à fond. Et les scènes d'action finales de Dragged sont, pareil, complètement folles en termes spectaculaires. Donc tu as tout ce rapport quand même au genre qui est extrêmement précis, enfin qui est extrêmement fort, et pourtant c'est pas ça qui remporte le truc, c'est vraiment le fait que voilà, ça discute beaucoup. On a ces personnages qui existent, qui sont toujours des personnages, et ça c'est le contraire de la série B, qui sont toujours en train de se poser des questions, mais frontalement, sur leur place au monde, en fait, sur leur façon de mener leur métier, qui quand ils veulent accomplir une action, la théorisent d'abord, en parlent, justement là, essayent d'établir des probabilités là-dedans, sont toujours en train de commenter la chose. On le voit bien dans cette scène de Brawl, parce que c'est à la fois
présent dans l'action proprement dit, dans le plot, quoi, vraiment l'intrigue de genre à proprement dit, mais aussi dans le couple. Ça, c'est quelque chose qui est très fort chez Zahler, et d'ailleurs il y a une structure commune dans ces 3 films. On a toujours des personnages qui doivent accomplir finalement des actions que leurs principes réprouvent, que les principes qu'ils ont posés au début réprouvent, pour finalement sauver le petit îlot, le petit havre de paix qu'ils ont durement négocié avec leur famille. Dans les romans aussi, on retrouve complètement ça, et d'autant plus dans Une assemblée de chacals, je crois, son western, qui est assez fort pour ça, justement, quoi. Juste pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de lire rapidement le petit truc, c'est 4 anciens braqueurs de banque qui sont tous rangés d'une manière ou d'une autre, qui sont invités au mariage de l'un de leurs complices, qui lui aussi s'est complètement rangé. Personne n'est au courant de son ancienne vie. En fait, il s'est marié avec la fille d'un shérif, tout le bordel, et sauf que l'un des très grands méchants qu'on découvre uniquement à la fin du roman. Parce qu'il y a aussi ce truc-là avec les figures maléfiques comme de Zahler, comment elles apparaissent comme ça d'un coup. Enfin, il y a un côté vraiment très mythologique dans ces figures maléfiques, opposées à ces héros qui eux-mêmes ont des parts sombres, évidemment, qui sont très présentes. Mais et voilà, comment ces héros vont devoir se préparer à l'arrivée du méchant, parce qu'ils savent que lui aussi est au courant que leur copain va se marier et qu'il va se passer un truc horrible, quoi. Le roman est d'une violence terrifiante, et c'est d'autant plus terrifiant que Zahler passe beaucoup de temps, encore une fois, à nous faire s'attacher à ces personnages et à ce qui leur arrive, quoi. Mais ouais, et ça, il y a plusieurs obsessions, enfin plusieurs motifs qu'on retrouve beaucoup, et c'est même pas des motifs, mais une sorte non pas de procédé, mais une Enfin, chez Zahler, il y a vraiment une façon où on voit les films, on se dit ouais putain, il y a un auteur derrière, quoi, parce qu'il y a vraiment d'une part des obsessions, des rappels et tout ça, et puis il y a surtout une sorte de vision du monde qui transparaît très très forte dans son cinéma. Et je pense que effectivement ça se retranscrit justement dans cette façon qu'ont les personnages à la fois d'être des professionnels, d'être des gens très envieux d'accomplir leur action dignement, et aussi des gens qui sont des gens à principe et qui vont être menés dans une situation, et surtout des gens qui vont toujours qui vont être toujours dans la négociation intellectuelle de la chose. C'est toujours des personnages extrêmement intelligents dans le sens où ils manipulent la raison, en fait, quoi. Qu'ils sont toujours en train de regarder les faits, de composer, de voir la réalité qui est souvent pas très belle, de voir ce qu'ils vont devoir négocier, qu'ils le théorisent, en fait. Il y a une phrase dans un des scénarios qu'a écrit Zahler, que j'ai d'un film qui s'appelle Master of Puppets, Little Reich, où un personnage, au moment où ça commence à dégénérer, il dit ouais, j'ai des principes, mais j'ai aussi le sens des priorités. Et finalement, les films de Zahler, c'est un peu ça. C'est que tous les personnages ont des principes, mais ils ont aussi le sens des priorités, et qu'au bout d'un moment, ils vont être obligés de mettre de côté leurs principes pour faire face à la réalité. Et souvent, c'est toujours à base de beaucoup de négociations avec le réel et avec leur couple aussi. Parce que ce qu'on n'a pas dit, par exemple, c'est que Zahler a répété, alors c'était encore une fois à la conférence de presse de Venise, que son film préféré c'était Le Prince de New York de Sidney Lumet. Et c'est vrai que Sidney Lumet, c'est un truc que lui aussi a répété, c'est justement comment montrer un personnage qui a des principes, qui vit même selon des principes, mais qui à un moment va devoir faire face à une réalité, quoi. Et c'est vrai qu'on a exactement ça, et on a ce croisement avec le personnage Oxien, on en parlait hors antenne avant de faire cette émission, qui est un professionnel et qui s'est engagé pour faire une mission, qui va le faire jusqu'au bout, mais qui aussi doit le faire selon ses capacités. C'est un truc qui est super important, et c'est un truc qui revient beaucoup, je pense dans Bone Tomahawk notamment, mais aussi dans Drag the Cross Concrete. Voilà, on s'est fixé une mission, quelle qu'elle soit, justement pour faire face à cette réalité, à la limite, mais il va falloir qu'on la fasse aussi selon nos capacités. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un film de Lumet. Par exemple, dans un film de Lumet, tu as des personnages qui ont une vision vraiment empirique de l'univers et qui sont prêts à toutes les folies, et c'est Serpico qui est prêt à toutes les folies pour aller au bout de son idée. Et ça va très bien se finir. C'est pas du tout le cas dans un film de Hawks ou dans un film justement de Zahler. Non, il y a aucun rapport à l'obsession en fait chez Zahler. Il n'y a pas de rapport à l'obsession qui serait quelque chose qui serait. Ils vont aller jusqu'au bout quand même. Ouais, ils vont aller jusqu'au bout parce qu'ils ont un but, mais c'est des créatures profondément rationnelles quelque part. C'est des gens qui font que
de négocier avec le réel. Et aussi, il y a quelque chose qui est très beau chez Zahler, c'est ces histoires de couple en fait, quoi. Les histoires de couple que Gibson avec sa femme, que Vince Vaughn avec sa femme Jennifer Carpenter dans Brawl sont, et c'est le dialogue qu'on vient d'entendre, c'est qu'on voit que c'est des gens dont on sait qu'ils devinent que ce sont des êtres au monde. Enfin, ce sont des êtres, ils ont leurs principes, ils sont dans un monde qui est souvent c'est le Far West, c'est le marasme économique. Le personnage de Brawl, il est viré au début. C'est le personnage de Mel Gibson qui veut être un policier juste, mais qui est dans un monde médiatisé, c'est compliqué et compagnie. Juste selon sa morale à lui. Selon sa morale personnelle, mais complexe quand même. Il veut quand même être un bon flic, mais il doit composer. On n'a même pas dit de quoi que ça causait, Drag the Cause Concrete, parce que je pense que c'est important. Moi, ça m'avait un peu, je pense, perturbé de savoir déjà de quoi ça parlait. Donc les gens peuvent de toute façon arrêter d'écouter ces émissions s'ils n'ont pas vu le film. Hein. Mais l'histoire de deux flics, donc Mel Gibson et Vince Vaughn, le film démarre, ils font une arrestation qui a malheureusement été filmée et une arrestation qui est jugée comme trop musclée. On va pouvoir écouter un extrait juste après, d'ailleurs, que je raconte ça. Et du coup ils sont mis à pied, sauf que les deux ont des soucis clairement d'argent, surtout Mel Gibson, et ils se disent non mais nous on a fait un super boulot pendant toutes ces années, alors d'ailleurs ça correspond pas à la politique, mais on a fait un super boulot, donc ils ont en projet de braquer un dealer pour lui récupérer son argent. C'est tout con, et comme tu dis, tu vois, 2h40 pour raconter cette histoire là, quoi. On va écouter justement un extrait du film, la rencontre entre les deux flics et leur chef, interprété par Don Johnson, qui jouait déjà donc dans Brawl et qui était merveilleux dans Brawl. Là, il a juste une apparition, il est très bien, mais il est sobre comme tous les acteurs du film, qui m'ont surpris beaucoup par leur sobriété. Mais ça c'est vraiment toujours étonnant. Un déchaînement. C'est ce que je voulais dire aussi sur le côté, le fait qu'on rattache souvent Zahler aussi au rapport au genre, c'est aussi par son casting, hein, Bon Tomahawk. Que ça s'ouvre, il y a Sid Haig, donc lui il est très connoté Rob Zombie, on va avoir Udo Kier dans Brawl, on va avoir Don Johnson, maintenant on a Mel Gibson, donc c'est quand même des gens qui ramènent un univers avec eux qui est quand même relativement proche d'un univers assez genré, quoi, enfin quelque chose qui trimballe un univers assez mythologique avec eux, et souvent ce qui est étonnant, voire c'est excessif. Excessif, et c'est à la fois il les emploie par moments dans une optique assez over the top quelque part, et puis aussi des fois des contre-emploi total, c'est le cas de Don Johnson ici, et à l'inverse il va aussi prendre des acteurs qui n'ont rien à voir avec la choucroute, genre Vince Vaughn, il va les transformer en pures créatures mythologiques, donc il y a une inversion, et on s'écoute ce petit extrait de Dragged. You two crash into a truck filled with breakfast buffet? We're getting the breakfast specials at Bert's when we got your message, and we boxed them up and rode in with their emanations. I like their pumpernickel toast. To get it fresh from Jeanette's bakery across the way. There's an issue with the bust you two made this morning. Who's complaining? Civilian. Saw you out on the fire escape. Vasquez was armed and a threat. We did what There's a video. You've seen it? I have. It's not terrible. Certainly could be much, much better. Sound as shit. Civilian was too far away to get anything intelligible. That helps us. Who tipped you off? I contacted Channel 7. Anchovies. When's it airing? 6 o'clock. You'll survive. Though, I think it'll end our current discussions about raises and promotions. Anchovies. We didn't give Vasquez that much cast iron. It was mostly me. Anthony You gave him plenty. Mr. Lure said he's in that video, too. Smiling like a yearbook picture when you put your foot on that hombre's cabeza. Our inspector, our Mexican-American inspector, isn't likely to be lenient. Though your productivity is exemplary and it'll keep you from losing your badges. Politics, like always. Like cell phones, just as annoying. Politics are everywhere. Being branded a racist in today's public forum is like being accused of communism in the 50s. Whether it's a
possibly offensive remark made in a private phone call, or the indelicate treatment of a minority who sells drugs to children. The entertainment industry, formerly known as the news, needs villains. There's certainly nothing hypocritical about the media handling every perceived intolerance with complete and utter intolerance. It's bullshit. But it's reality. I'm not racist. Every Martin Luther King Day, I order a cup of dark roast. Donc un extrait de Dragged Across Concrete, le dernier film en date de Craig Zeller. Alors pour continuer un peu sur le cinéaste, enfin moi ce que je trouve vraiment très beau et ce qui m'excite en fait à fond chez ce mec-là, parce que on a quand même l'impression de découvrir un auteur. Moi, c'est vrai que Bone, par exemple, moi j'avais refusé de le voir justement en me disant ça va être du film d'exploitation, ça sort dans le sillon des 8 salopards. Je vais pas, je m'attelle pas à le regarder. Qui fait pas trop d'efforts d'ailleurs, qui récupère la même dégaine. Oui, mais qui est très très bon. Mais du coup, justement, il s'insérait dans un sillon qu'on sait un petit peu pourri, quoi. Donc moi, j'avais pas vraiment envie de regarder ça et que j'ai bien mal m'en appris, parce que je trouve que le film est vraiment très bon. Et c'est surtout que les films se suivent là, et on se dit ouais, il y a vraiment quelque chose de très très fort. Et moi qui me touche beaucoup au cinéma, c'est vraiment ouais, cette question de ces personnages qui on est presque dans des films finalement qui sont un peu perversement existentialistes, parce qu'on a quand même des personnages, on le disait auparavant, qui ont justement cette question des principes assez forte. Alors on n'est pas vraiment chez Lumet, parce que ce ne sont pas des idéalistes convaincus. On a vraiment des personnages qui ont, et dans Drag c'est encore plus flagrant cette absence d'idéalisme, parce qu'on suit une sorte de galerie de personnages qui ont tous leurs principes à eux et qui ont un rapport à la loi assez antagoniste, hein, pour le coup. Si on suit le personnage des deux héros, enfin c'est-à-dire Mel Gibson et le personnage de, j'ai oublié le nom de ce formidable acteur, enfin de son formidable personnage, mais du bandit en fait, finalement, ce sont que des personnages qui ont des principes et qui ont une façon d'être là et d'avoir une volonté de se poser les questions de comment agir pour que nos principes correspondent à nos actions, en fait, quoi. Donc quelque chose de très hawksien, quelque part, qui est profondément... L'environnement est super important. C'est très... Et tout, enfin, il y a plein de questions de mise en scène, hein, qui vont se poser, qui vont découler de ce truc-là. Et là, on est très proche de Hawks. C'est très drôle qu'on ait fait une émission sur Rio Bravo il y a 2 semaines, parce que c'est vraiment très voisin, enfin, et jusqu'à la durée, hein, on disait dans l'émission Rio Bravo, on se disait c'est incroyable, Rio Bravo ça dure 2h20, et quand on avait décidé de programmer ce film là, on se rappelait même plus que ça durait 2h20, et quand on a revu le film encore, on se dit bah oui, c'est fou, l'argument narratif est complètement maigre, et qu'on a quand même un film qui dure 2h20, parce que encore une fois, on a que des personnages qui sont en bonne intelligence, en train de se poser la question de leur bonne façon d'être au monde, de faire coïncider leurs principes avec leurs actions dans une plus grande efficacité possible, en fait. Et là, tous les films de Zahler sont un peu dans cette idée-là. Et il y a aussi cette idée... C'est pas que pour leur gueule, quoi. C'est pas des personnages personnages qui... bien sûr que non. Et ça c'est la différence, ouais, entre Zahler et Hawks, parce que finalement, dans Hawks, il y a des communautés qui se fondent sur finalement un intérêt commun, et en général d'une communauté amicale, mais chez Zahler, c'est en général une sorte de communauté, il y a une vision restreinte et surtout familiale, mais ça pourrait paraître comme très réactionnaire, mais il y a quelque chose qui est très beau chez lui, je trouve, et c'est quelque chose qu'on voit particulièrement dans ces scènes de couple, ouais, c'est justement cette façon que cette havre de paix familiale, elle est à négocier, elle est à parlementer, elle est à travailler, et en fait de la même façon elle est toujours primordiale. Elle est primordiale, mais en fait elle est justement, on voit le travail, en fait, à chaque fois on voit le travail qu'il va falloir accomplir en termes de discussion pour arriver à ce terrain d'entente. Il y a des chamailleries qui durent un peu, et qu'il va falloir faire le compromis adéquat pour arriver à une bonne entente. C'est la même façon, en fait rien n'est gratuit dans ces films, parce que il faut absolument travailler pour y arriver. Il faut travailler pour arriver à maintenir cette sorte d'havre de tranquillité qui serait cette sorte d'enclos familial. Il va falloir travailler pour accomplir l'action qu'on a envie de faire. Dans Drag, c'est très étonnant, c'est qu'il y a
c'est ce que je voulais dire aussi sur le fait que c'est à l'inverse d'une série B, c'est que c'est pas du tout à l'économie, c'est qu'on voit le travail des policiers, on voit ce que c'est une planque. Le quotidien. Quand quelqu'un mange un hamburger, ça dure 2 minutes. Quand on suit quelqu'un, ça dure. Voilà, on voit le temps qui est traversé parce que c'est extrêmement important de mettre les actes à la hauteur de la parole. C'est-à-dire qu'auparavant, la parole a établi la théorie quelque part. On va dire, on va faire ça. Il va falloir donner le poids du réel pour voir à quoi elle correspond à cette parole finalement. Et donc il y a quelque chose qui est très qui est de l'ordre, je pense, de quelque chose qui est philosophique, qui est presque religieux. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve. Il y a l'idée d'être un mensch, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Wilder dans The Apartment et tout ça. Dans The Apartment de Wilder, il y a cette grande idée du voisin de Jack Lemmon qui lui dit bah oui, il faut que tu sois un mensch, quelque chose qui est très propre à la religion judaïque, et qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs comme ça. C'est ce questionnement là de l'homme dans le monde et de la bonne place qu'il doit avoir. Mais ça, alors c'est chez très important. en général, chez Zahler, c'est tout le temps dans tous les bouquins que j'ai lus et les films, il y a toujours ce rapport à où est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on est arrivé au bon endroit parce qu'on vient de déménager, parce qu'on a déménagé, parce qu'on voudrait déménager, parce qu'on n'a pas l'impression de vivre au bon endroit, pour une raison ou pour une autre, hein, mais en tout cas, on n'a pas l'impression de vivre au bon endroit. Non, il y a un rapport au monde qui est particulier chez lui, hein, c'est pareil, c'est ce que je disais, je crois, tout à l'heure, mais ce côté aussi, voilà, ces havres de paix sont entourés d'une part de la zone grise du réel, la bureaucratie un peu défaillante, le Far West, et puis surtout, il y a ces astres extrêmement maléfiques, et là, pour le coup, on est dans quelque chose de très fort chez Zahler, c'est qu'il y a une sorte, en tout cas, de croyance narrative, je sais pas si c'est une croyance métaphysique, mais une croyance narrative dans des vraies figures extrêmement maléfiques, c'est-à-dire que autant qui sont mythologiques quasiment. Ouais, mythologiques, c'est surtout que je sais même pas si c'est mythologique, mais autant les personnages, chacun des personnages dans chez Zahler sont très charnus dans le sens où on les a vus, on a vu quelles étaient leurs problématiques, on les a vus vraiment leur façon d'être au monde. Autant les créatures maléfiques sont des pures, non pas des abstractions, mais nous sont posées en tant que pures figures du mal. C'est le cas des Indiens dans Bone Tomahawk, c'est le cas des gardiens de prison de Don Johnson ou des prisonniers dans Brawl. Ce sont des figures du mal absolu. De quelque chose. Très bien dans son roman, encore une fois aussi, Une assemblée de chacals, où on a affaire à un méchant, mais vraiment qui semble être un échappé de l'enfer. Il y a ça, et puis dans Exécution à Victory, quand ça arrive. Et en fait, il y a cette façon où tous les films de Zahler, finalement, basculent. On a toujours des personnages qui sont relativement consciencieux dans leur travail et avec leurs principes, qui vont être mis au banc de quelque chose, que ça soit par une blessure dans le garde Bone Tomahawk où c'est un cow-boy et il a la jambe pétée donc il peut pas faire son truc. Dans Brawl, il va être viré de son garage. Dans l'autre, dans Drag, ils vont être mis à pied. Et il y a le deuxième acte en général est consacré à on va devoir se renouveler, se retrouver notre fonction. Travailler, et nos principes en général vont être mis en difficulté. Et le troisième acte, en fait, c'est la traversée de l'enfer. C'est-à-dire que les principes n'existent plus et on va être confronté. Ça va être à une confrontation avec une sorte de mal absolu, quoi. Et il y a une sorte de structure comme ça qui revient régulièrement et qui est très efficace, qui est hyper efficace, parce que en général le troisième acte de chez Zahler est redoutable, enfin vraiment c'est incroyable, c'est là où il y a la maestria, c'est là où il y a à la fois un gros plaisir de spectateur, parce que je pense à Brawl notamment, les combats sont assez vraiment fou et c'est un plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un truc pareil et en même temps c'est malaisant parce que c'est cracra. On avait parlé pour Brawl du travail sur le son qui est quand même terrifiant, et on a l'impression que le moindre choc, la moindre balle, le moindre coup fait vraiment beaucoup de dégâts en fait, et tu le ressens, il arrive à la limite en fait du grotesque en fait. Mais il est sur la corde raide très souvent, un peu moins peut-être avec Drive the Cross Concrete où j'ai l'impression qu'il y a une sobriété, il est moins violent que les autres, mais on retrouve quand même à la fois cette sécheresse, mais cette sécheresse qui serait à la limite du cartoon, et c'est quelque chose d'assez particulier aussi. Ouais, c'est quelque chose qui est très particulier, mais qui va justement avec cette sorte de polarité qu'il y a chez lui, entre un truc très moderne on s'attache à des personnages et on leur donne la consistance, et en même temps on est dans le genre, et en gros le troisième acte c'est la rencontre entre les deux finalement, c'est que tu as ce côté où le personnage va se confronter à une situation qui est complètement over the top, quoi, complètement over the top, et
et en même temps toujours avec une sorte de langueur quelque part, parce qu'effectivement les scènes d'action à proprement dit sont en général assez courte, quoi, même si le troisième acte est incroyable. Il y a aussi cette notion de l'attente, cette notion de la terreur. De Cross Concrete dure 40 minutes. Oui, c'est minutes, ça. quoi. Ouais, c'est relativement long et les scènes d'action à proprement dit sont très courtes, quoi. Voilà. Et c'est vrai que pendant ce troisième acte, on continue quand même à se poser des questions et à savoir, comme un jeu d'échecs, où est-ce qu'on va poser nos pièces. Toujours, quoi. Ils sont toujours en train de réfléchir. Il y a cette notion, et tout comme chez les grands cinéastes américains classiques, c'est cette notion de l'espace. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma américain et chez Hawks aussi, hein. C'est la question de la maîtrise, forcément ça implique des questions de mise en scène, et Brawl par exemple était construit comme ça. À la revoyant, on se rendait compte que voilà, Brawl au début, c'est pour ça qu'on pouvait qualifier le film, on dirait que ça commence comme du Dardenne, quoi, le mec qui est viré de sa boîte et tout ça, et on disait aussi ça parce qu'en fait c'est filmé presque comme du Dardenne, parce que c'est filmé à la nuque en fait. C'est ce fameux truc que non, peut-être pas inventé les Dardennes, mais qui était propre à Rosetta. C'est genre, voilà, on suit le mec à la nuque et compagnie, on le suit en travelling et compagnie. Et dès le deuxième acte, en fait, c'était plus du tout filmé comme ça. C'était des espaces qui étaient presque comme des tableaux à la Resident Evil, quoi, et que le personnage devait traverser. Donc on sentait que tu avais ce truc où dans le premier acte, finalement le personnage était en maîtrise. Il était dans son action. C'est lui qui avait décidé des choses quand il fait son trajet de drogue, son rôle de mule entre guillemets. Il maîtrise, et après c'est l'espace qu'il maîtrise, et au fur et à mesure il va reprendre la maîtrise de son espace. Et dans Drogue, il y a ça aussi, cette sorte d'usage assez intensif du plan large chez Zahler, en fait. Quand il y a un plan large chez Zahler, c'est qu'en général les personnages sont en maîtrise de l'espace, et c'est très important pour eux, cette maîtrise de l'espace. Ils doivent être dans le plan et maîtriser tous les éléments du plan. Et le spectateur a cette conscience, évidemment. Et donc, du coup, on le ressent. C'est-à-dire qu'il y a un vrai rapport entre le personnage et le spectateur. Nous, en termes de géométrie, de lisibilité de l'action, c'est imparable. C'est que lui pense à ça quand même. Quoi, complètement. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de... Parce qu'on a dit que c'était un écrivain. Et c'est vrai que moi, ça pouvait m'inquiéter aussi, Dragd, pour ça, de me dire, tiens, est-ce qu'il va pas juste adapter de la littérature finalement, quoi. Non, il y a un vrai rapport au cinéma, et moi qui me semble beaucoup plus important quand même dans Dragd, enfin en tout cas beaucoup plus maîtrisé, ce rapport à l'outil cinéma en fait, par rapport à l'outil écriture. Alors moi j'ai plus vécu avec Brawl depuis quelques mois, donc je pense que Brawl, Incel Block, c'est pour l'instant mon film préféré. Je le trouve qu'il est hyper tenu, vraiment bien. Dragd, j'aurais toujours de toute façon je pense un souci avec les films de Zahler pour le moment, c'est qu'effectivement j'admire énormément en fait ce côté, on va donner de la chair à ces personnages. J'y vois vraiment une sorte un truc très couillu et très beau, mais en général il y a aussi ce truc ce procédé dramaturgique qui fait que effectivement on est habitué au risque de l'ennui, et au bout d'un moment on va capitaliser sur cette relation et cette sorte de proximité qu'on va avec les personnages pour accéder à une vraie dose de spectaculaire. Et c'est vrai que moi sur la grosse séquence dans sur la première heure la première heure et demie, on va dire, ou même les premières 1h15 des films de Zahler, il y a le risque de l'ennui qui pointe toujours, parce que c'est très forcé ce truc-là, mais ça permet au dernier acte en fait d'être incroyable, quoi, en général, d'être vraiment complètement fou. Et c'est ce qui va ce qui lui joue des tours en plus, voilà, de toute façon en termes économiques, ce qui peut-être lui joue des tours en termes esthétiques, je ne sais pas encore, il est trop tôt pour le dire, mais c'est hyper excitant de toute façon, de découvrir un auteur comme ça. C'est complètement évident. Enfin, là on se répète encore, mais moi de voir apparaître, alors j'ai pas l'impression d'avoir découvert quelqu'un, hein. D'autres gens l'ont fait avant nous, de découvrir, d'ailleurs notamment il y a Bud Tomahawk, pardon, moi j'étais complètement passé à côté, donc mais c'est vrai qu'aujourd'hui de me dire que il y a un cinéaste comme ça qui m'intéresse vraiment, à la fois parce qu'il raconte et même par la façon dont il a de le raconter, comme on l'a dit, moi et de voir une évolution, c'est vrai qu'on l'a pas assez dit, mais il y a trop de gens qui m'ont déçu en fait au cours des dernières années, en qui j'avais mis beaucoup d'espoir. Je pense à Rob Zombie, je pense à Joe Carnahan, à des gens comme ça. Joe Carnahan, on sait pas, il va revenir avec un truc on sait pas, super. non mais voilà, mais par rapport à leurs derniers films, vraiment les 2 derniers films qu'ils ont pu sortir,
où moi j'ai eu une vraie déception parce que je voyais une évolution. Je me disais tiens, mais là ils ont atteint un niveau en fait de mise en scène, de maîtrise en fait qui là m'intéresse vraiment. Et puis le film d'après, paf, ça s'écroule en fait. Et du coup évidemment j'ai pas lâché l'affaire, j'attends de voir ce qu'ils vont faire après. Mais c'est vrai que moi quand Bone Tomahawk, en revoyant des morceaux, il y a encore des choses qui me gênent dans le rapport justement au cinéma. C'est peut-être le problème d'avoir lu ses romans qui moi me chiffonne, et je vois comment il traite ses personnages, je vois aussi ce qu'il a envie de raconter, ce qu'il utilise dans sa littérature qui est pas faite pour le cinéma, qui pourrait être adaptée, je pense à... Tu me disais qu'Exécution à Victory va être peut-être adapté en série avec des très bien en mini-série. Mais le fait est que c'est des romans, c'est pas pour rien que c'est des romans et que c'est pas des scénarios, c'est qu'il y a une vraie littérature. Et dans son cinéma, dans Bone Tomahawk, je sens encore moi des séquelles du romancier en fait, qui sait pas exactement comment en termes cinématographiques faire passer une histoire qu'il voulait raconter en fait. Du coup, qui va faire lire même si c'est peut-être une scène qui fonctionne, mais qui va faire lire à un acteur une lettre qu'il a lue. Pour moi, c'est assez faiblard en termes de cinéma. Et dans Drag de Cross Concrete, il y a des séquences qui, pour moi, justement, me montrent que ça, il a compris ce souci-là en fait. Il a vraiment conscience de cette problématique, et que s'il fait un film, il est pas en train d'écrire un roman, et qu'il faut qu'il utilise en fait quelque chose de différent. Enfin, je sais pas, ça me paraît, ça a toujours été important comme problème, je pense, dans le cinéma, l'adaptation de romans ou d'objets littéraires, évidemment, en termes de cinéma, d'objets cinématographiques, ça a toujours été important. Mais de rapprocher, voilà, justement, Zeller et de ce qu'on a tout dit pendant toute cette émission, de tout ce qui l'intéresse, tout ce qui nous intéresse dans son cinéma, de voir que lui aussi s'inquiète de comment je vais raconter mon histoire via des images. Là, dans Drag de Cross Concrete, même s'il y a encore des petites faiblesses, évidemment quoi, mais après on est à son 3e film, il a une ambition assez importante, je pense, en termes non pas justement de roman ou de littérature, mais de cinéma, raconter une histoire via le cinéma. Moi j'ai vraiment, enfin je suis très très impatient de voir ce qu'on va mais faire je pense que c'est après. vraiment une ambition cinématographique, c'est même pas raconter une histoire. Je pense qu'il y a vraiment ce truc là, et on voit une évolution formelle. Bone Tomahawk, effectivement, visuellement, justement, on n'a pas parlé de ça, mais il a un chef-op qui pour l'instant n'a fait que 3 films. Ce sont les 3 films justement de Zeller. Il a fait 3 clips, il a fait quelques publicités, mais sinon le type, il a démarré son premier long métrage, c'était Bone Tomahawk, et depuis il a fait juste travailler avec Zeller. Il y a une évolution visuellement, enfin en termes de qualité de photos entre Bone Tomahawk, qui moi me gêne aussi justement par quelques images où je suis toujours choqué de voir des intérieurs avec des vitres, on voit pas l'extérieur, c'est uniquement une lumière blanche cramée. Je trouve ça très très laid. Ça a été peut-être la mode à un moment, a priori dans les années 2000. Là dans Drag the Cross Concrete, la lumière, enfin les images du film, visuellement, la photo, je trouve ça superbe, superbe, et surtout qu'il y a une c'est pas gratuit, c'est jamais gratuit. Il y a une influence, je pense, une grosse influence de Almendros aussi dans la façon d'éclairer les scènes, les intérieurs, qui moi me plaît beaucoup d'un point de vue personnel, esthétique. Enfin, c'est vraiment des façons d'éclairer qui me plaisent, et surtout il y a un soin, il y a un vrai soin. En fait, c'est bizarrement, c'est très beau, c'est cracra des fois. C'est évidemment, il filme des intérieurs du quotidien, des apparts pourris, machin et tout. Et c'est vraiment très très bien filmé quoi. Ouais, c'est sans jouer le côté regarder comme je fais du beau. Ah non, mais bien sûr que non, mais moi je pense que il y a une vraie évolution. Moi, Bone Tomahawk, là, la fameuse cavalcade au début, enfin la poursuite, effectivement, elle est faible en termes de mise en scène, en termes de scénario. Voilà, il y a des choses intéressantes, moins intéressantes. Moi, je trouve qu'en mise en scène, ça se réveille vraiment dans le dernier acte, où il y a des scènes d'action fulgurantes qui sont juste tarées en termes de mise en scène, vraiment très bien. Et je
pense au premier assaut, il est fou en termes de mise en scène. Là, il y a tous les enjeux esthétiques qui se rejoignent, c'est vraiment taré. Mais il n'y a pas de tenue dans tout le film. Il y en a plus dans Brawl, et il y en a vraiment plus aussi dans Drag d'Across Concrete, parce qu'il y a justement cette question de l'espace, quoi, qui est très importante pour ces personnages-là. On ne parle que de personnages qui se demandent quelle est leur place au monde. Donc tu as à la fois cette case de cellules qu'on doit préserver, comment tenir ensemble dans le cadre, comment à l'extérieur, comment on se tient, comment on maîtrise son cadre, et ça, c'est que des questions de cinéma, que des questions de mise en scène. Et dans Drag, c'est très tenu, quoi. C'est très bien. Il est temps qu'on s'arrête, malheureusement. Drag de Cross Concrete est donc disponible à Los Angeles en VOD. Il sera disponible normalement cet été en France en DVD. Avant de se quitter... et en Blu-ray, j'espère. Avant de se quitter, on a une petite annonce. Un jeu disponible sur les réseaux sociaux, sur le site de Canal B sans doute aussi. Sur le site de Canal B, ouais. Pour gagner un coffret Ultra Collector de Network de Ciné Lumettes, auquel on consacrera une émission très très vite, puisqu'il sort donc dans un très très beau coffret chez Carlotta. Les coffrets collector qui là contient des suppléments qui valent vraiment le coup, à savoir un documentaire sur Ciné Lumettes by Ciné Lumettes, qui est vraiment très très chouette, et puis le livre enfin traduit en France du making of de Network. Et donc il y a un jeu. Il y a un jeu où il faut identifier des extraits, donc on vous invite à y jouer. C'est sur le site de Canal B, mais je mettrai le lien sur la page de podcast de l'émission sur le site de Canal B. Et pour rester encore dans le sujet, vu que Sidney Lumet est donc le cinéaste préféré de Craig Zahler, un autre cinéaste, on ne sait pas de quelle place il occupe dans le panthéon personnel de Zahler, mais c'est donc Tarantino, dont on a pas mal parlé. Mais soirée à Kill Bill, en partenariat avec le Cinéma est mort, et là Étienne est très content. Merci. À l'Arvor, enfin. à partir de 19h30, le 19 avril prochain. On fera peut-être une émission spéciale évidemment consacrée à Kill Bill. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment sur le site de Canal B en podcast et sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort. On se quitte avec un dernier extrait de Drag de Cross Concrete. On se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. You're welcome. Des bisous. Bientôt. Ciao. I don't want to see what's under it. Okay. That car was innocent. Want me to drive you to the emergency room? It's too much to move. And there's no reason. I don't have the right words for this situation. I really hope that this mistake is not what I'm remembered for. Keep your name out of it. I hope you can. I will.